Bonjour les amis, j'espère que vous portez à nouveau à merveille aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, on va voir ensemble comment fonctionne un fonds en action et un fonds en IMO. On va prendre des exemples pour que vous compreniez un peu mieux comment cela fonctionne, pour démystifier un peu euh, ces choses qui peuvent parfois paraître un peu nébuleuses. Donc on se retrouve tout de suite. Donc les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et il y a de cela à peu près 2 ans, j'ai voulu commencer à investir le peu d'argent que j'avais et j'ai eu la chance de rencontrer une formidable équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine qui ont fait toute mon éducation financière. Avant ça, mon éducation financière, c'était zéro. Et grâce à eux, eh bien, j'ai acquis les connaissances et les techniques qui me permettent aujourd'hui d'investir sereinement mon argent et de développer mon indépendance financière. Et donc j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous eh bien, ces connaissances, de vous permettre aussi d'éviter les erreurs que j'ai pu faire et de vous faire gagner du temps. Donc si vous trouvez ce contenu intéressant et qui pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager autour de vous, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Donc sans plus tarder, on va voir ensemble aujourd'hui le fonctionnement d'un fonds d'investissement. On va prendre deux exemples, un fonds en action et un fonds immobilier. Alors les exemples que je prends, c'est pas du tout de la pub, je n'ai aucune affiliation avec eux, c'est plus pour, à titre d'illustration. Je ne les présente pas pour dire que c'est un très bon investissement, je les ai pris en tant qu'exemple pour pouvoir illustrer eh bien, le fonctionnement d'un fonds d'investissement. Donc petit rappel tout d'abord, un fonds d'investissement, comment ça fonctionne? On peut avoir, quand on investit, investir en direct, choisir une action, une obligation, différence entre action et obligation, vous vous en souvenez, hein, une action c'est une petite partie d'une société, ça nous permet d'avoir des droits de vote et des dividendes. Une obligation, c'est quand on prête de l'argent à une société, à un État, et en échange, il nous paye des intérêts comme quand on emprunte de l'argent à une banque. Donc, on pourrait faire le choix d'investir directement dans des actions et des obligations. C'est quelque chose qui est totalement possible, mais c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, parce que, eh bien, en gros, il faut être un spécialiste pour pouvoir faire ça de façon correcte et sereine. Il faut pouvoir connaître eh bien, et lire les bilans des sociétés pour pouvoir savoir eh bien, comment elles se situent, quelle est leur situation de santé financière, etc. Donc, pour ceux qui ne sont pas spécialistes et qui prônent bien un investissement le plus passif possible, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire si ce n'est que de mettre notre argent, comme moi par exemple, eh bien on peut avoir recours à un fonds d'investissement où on laisse le travail de la sélection eh bien, des actifs au gestionnaire du fonds d'investissement. L'avantage du fonds d'investissement, c'est qu'il sélectionne des actifs et que en investissement dans un fonds, on investit dans la plupart du temps 80 à 100 actifs. Et donc ça nous permet aussi de profiter d'une diversification que l'on n'a pas quand on investit dans une ou deux actions ou une ou deux obligations, ce qui fait qu'on est exposé un maximum à une perte s'il arrive quelque chose. Bonne pratique du placement numéro 3 que je vais vous mettre ici. Donc comme je l'expliquais, un fonds d'investissement va faire une sélection d'actifs. Grâce au fonds d'investissement, on a accès à une poche d'actifs et notre exposition au risque est donc lissée et mutualisée. Donc on va prendre l'exemple d'un fonds en action qui s'appelle Sycomore Happy at Work. Alors le nom est plutôt sympa et l'idée de ce fonds d'investissement, eh bien, c'est de soutenir des sociétés pour lesquelles le bien-être au travail est important. Alors pourquoi valoriser le capital humain? Eh bien parce qu'on se rend compte aujourd'hui que si on oppresse nos employés, eh bien ils travaillent moins bien, ils n'ont pas envie de travailler, ils sont moins performants et ça se ressent sur la performance de l'entreprise. Donc le parti pris de ce fonds d'investissement, c'est de sélectionner des sociétés qui valorisent le capital humain. Ce sont des sociétés qui vont également avoir une bonne performance, car quelqu'un qui est content d'aller travailler, qui est bien dans son environnement de travail, avec ses collègues, avec la hiérarchie, avec la culture de l'entreprise, eh bien, va être plus performant. Et c'est
ainsi que la société va être plus performante à son tour. Également à savoir, quand on considère un fonds en action, il y a toujours un indice de référence. Un indice de référence, c'est un indice qui va suivre la performance d'un secteur, d'une zone géographique. Et donc, un fonds d'investissement donne toujours un indice de référence pour qu'on puisse justement comparer sa performance et sa volatilité par rapport à un indice de référence qui nous donne à peu près la moyenne sur le secteur sur lequel on se trouve. Donc là, en l'occurrence, pour le fonds Happy at Work, l'indice de référence, c'est l'Eurostoxx Total Return. Ensuite, on a toujours la classification SRRI. La classification SRRI, c'est une échelle qui va de 1 à 7 et qui est une classification du risque ou de la volatilité du fonds. Sachant que 1, c'est sécuriser, le capital est garanti, mais on a très peu de gains potentiels, et 7 étant le maximum, c'est là où on a le plus de risques de volatilité, mais également le plus de gains potentiels. Et au final, on a aussi donc le secteur, et comme je le disais tout à l'heure avec l'indice de référence, c'est le secteur Action Europe. Donc une fois de plus, ça, dans une idée de diversification, si on sait qu'on est sur le secteur Europe, on peut choisir d'investir ensuite dans un autre fonds qui est sur les États-Unis, un sur les marchés émergents, un sur l'Asie. Comme ça, une fois de plus, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est comme ça qu'on dissecte un peu un fonds. Alors ensuite, on peut aller voir la composition d'un fonds. Pour cela, il suffit de prendre son code ISIN, c'est comme la plaque d'immatriculation d'un fonds d'investissement, et une fois de plus, Cantalis ou Boursorama, on rentre le code ISIN et on va voir la composition. Alors la plupart du temps, on n'a pas la composition totale, on a les sociétés dans lesquelles le fonds investit le plus, mais ça nous donne une idée du type de société que le gestionnaire du fonds sélectionne. Donc là, en l'occurrence, on a Deutsche Telekom, on a une holding que j'ignore, mais une fois de plus, on peut aller voir sur Cantalis ou Boursorama quelle est cette holding, Schneider Electric, Saint-Gobain, L'Oréal, Christian Dior, Hermès. Donc on voit qu'on est sur quelque chose à la fois télécom pour les secteurs, à la fois luxe cosmétique, on a aussi Michelin, donc industrie. Donc on a une composition qui, en termes de secteur, a une certaine diversification avec un secteur géographique Europe. Enfin, on peut également voir la composition sectorielle du fonds, c'est-à-dire sur quel secteur, en fonction de la part de chaque société dans le fonds, quel secteur est le plus représenté et lequel est le moins. Donc là, on le voit, on a 32% du fonds qui est investi dans le secteur technologique, 16% dans l'industrie, ensuite dans les produits de consommation 14,5%, et ainsi de suite, 6% pour la santé, 5% pour la communication, et ainsi de suite. Donc une fois de plus, cette analyse de la composition sectorielle nous permet de comprendre la stratégie du gestionnaire du fonds, et également de se dire, bon, alors ce fonds-là investit plutôt dans ces secteurs-là, si je veux diversifier, il serait intéressant de trouver un fonds qui investisse moins dans ces secteurs-là et plus dans l'autre. Par exemple, en comparaison avec ce fonds-là, on pourrait choisir d'aller chercher un fonds qui est plus dans l'énergie, par exemple. Et enfin, pour finir, on a également la composition géographique du fonds. Donc, comme je le disais, son secteur géographique de ce fonds-là, c'est l'Europe. Ça pourrait être les États-Unis, les marchés émergents, l'Asie, l'Afrique, ça pourrait être le monde entier. Et ensuite, dans ce secteur géographique, on va aller voir quels pays sont représentés. Là, on le voit à l'écran, ce fonds-là investit près de la moitié de son portefeuille dans des sociétés en France. Ensuite, on a l'Italie, les Pays-Bas, aussi un peu Singapour, Danemark, Allemagne, États-Unis, Espagne, Royaume-Uni. Donc, comme vous le voyez, son secteur annoncé est l'Europe, mais ça ne l'empêche pas d'aller chercher un petit peu aux États-Unis, un petit peu à Singapour. Ce n'est pas restrictif, c'est pour, une fois de plus, donner
les grandes lignes. Quand on veut aller dans le détail, on peut aller chercher sa composition géographique. De la même façon que on va chercher une diversification en termes de secteur, on peut aller chercher une diversification en termes de géographique. Et donc, voyons ce fonds qui investit plus de 40% de son portefeuille dans la France, on pourrait faire le choix d'aller chercher un autre fonds pour l'ajouter dans notre portefeuille, un autre fonds qui lui investit, peut-être pas en Europe, ou alors en Europe, mais majoritairement pas en France. Une fois de plus, pour pouvoir avoir un petit peu nos œufs dans des paniers différents. Le principe de base, diversification. Ensuite, on va voir ensemble le fonctionnement d'un fonds immobilier, car vous le savez peut-être, on peut, au travers des marchés financiers, investir dans des fonds immobiliers. Donc là, on va prendre l'exemple de Novaxia R. Alors, Novaxia R part du constat qu'on a un manque de logements en France. Comme on le voit à l'écran, entre le besoin projeté du nombre de logements dont on a besoin et le nombre de nouveaux logements construits, on a un déficit qui aujourd'hui atteint près de 800 000 logements depuis 2013. Donc fort de ce constat, Novaxia R investit dans l'immobilier dans le secteur résidentiel et a une démarche de recyclage urbain et de rénovation. L'idée c'est quoi? C'est de trouver des bureaux obsolètes ou des friches industrielles, de les rénover, de les réhabiliter et de créer ainsi des nouveaux logements. Donc Novaxia annonce une performance de 5% par an, qui est une jolie performance. Il a une classification sur l'échelle de risque SRRI de seulement 3 sur l'échelle de 1 à 7. Donc c'est une alternative au fonds euro. Bien entendu, ce que je vous le présente, ce n'est pas pour faire de la pub, ce n'est pas pour vous dire c'est le fonds dans lequel il faut investir, c'est une fois de plus pour vous montrer comment ça fonctionne et pour vous donner aussi la réalité qu'il y a derrière ces fonds. Ce fonds permet également de diversifier son portefeuille. Et pour finir, ce fonds est classé ISR, donc on peut donner du sens à son épargne en ayant un impact positif sur son environnement, car aujourd'hui, un fonds comme celui-ci ne prend pas de nouvelles terres gagnées sur la nature pour construire de nouveaux logements, il rénove des parcs immobiliers obsolètes de bureaux et de friches industrielles. Et donc cet impact sur l'environnement est à prendre en considération quand vous voulez investir votre argent. Donc voilà les amis, j'espère que le fonctionnement des fonds, que ce soit fonds en action et aussi fonds en immobilier, est pour vous plus clair, que vous comprenez un peu mieux la réalité qui se cache derrière ces fonds. Je me répète encore une fois, si j'ai présenté ces fonds-là, c'est à titre d'illustration, il fallait bien que j'en choisisse un. Ce n'est pas de la pub pour ces fonds-là, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous conseiller d'investir dans ces fonds-là, cela n'est pas du tout un conseil en investissement, mais plus une illustration pour que vous compreniez les fonctionnements de ces fonds. Et bien sûr, si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me poser une question. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez trouvé ce contenu intéressant. Bien entendu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un que ça pourrait aider, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Moi, je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, et puis d'ici là, vous pouvez mettre un petit like, vous inscrire, comme ça on se revoit bientôt. À très vite.